Stoic Doom. Ah, il a l'air sympa ce jeu. Un bid. Définition. Échec total, défaite, fiasco, déboire, débâcle, foirade, absence de succès. Exemple en vidéo. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui auraient Facebook? Putain, le but c'était de vous chauffer là en fait là. Est-ce que tu as liké la photo du gamin? Quoi? As-tu liké la photo du gamin? Mais putain, et là il y a le gamin qui se fout de ma gueule et le putain de panda chinois qui est là en mode je t'ai bien niqué, enculé. L'industrie du jeu vidéo est remplie de bides. Nombreux sont les projets s'étant mangé le mur du marketing la tête la première sans espoir de retrouver les dents perdues au passage. Cela paraît criminel pour certains car plusieurs jeux ayant bidé durant leur sortie sont maintenant panthéonisés et qualifiés d'œuvres majeures. Shenmue et Okami en tête. Le jeu que je vais traiter aujourd'hui peut faire office de cas particulier quand on parle de bide, car il est plus lié à l'autodestruction de son développeur qu'à un réel échec commercial. Parlons de cet action RPG un poil méconnu, que l'on appelle les Royaumes d'Amalur Reckoning. Mais d'abord, on commence par l'habituelle première partie où l'on cause du développement du jeu. Tout commence en 2009 avec un studio américain Big Huge Games. Avant tout spécialisé dans le développement de jeux de stratégie, les gars de Big Huge Games avaient un projet de RPG en réserve depuis pas mal de temps. Son nom, Ascendant. Le tout supervisé par un THQ visiblement très enthousiaste, vu que Big Huge Games devint un studio interne de l'éditeur pendant un temps, et qu'un certain Ken Rolston, auteur de jeux de rôle et game designer sur Morrowind et Oblivion, rejoignit l'équipe. Tout semblait beau dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que THQ ne commence à faire faillite. Ascendant est alors abandonné et Big Huge Games est vendu à une jeune boîte de développement, 38 Studios. Rien de particulier à dire dessus, mis à part que le studio a été fondé par Curt Schilling, qui est avant tout connu en tant que joueur de baseball professionnel. Cela peut paraître inquiétant au premier abord, mais il s'avère que Schilling est un gros joueur de MMO, et que l'envie de créer le sien lui taraudait l'esprit depuis longtemps. Il supervise alors un projet du nom de Copernicus, et les gens de Big Huge Games sont ajoutés au développement. De plus, Schilling a de la suite dans les idées. Il voudrait créer tout un univers héroïque fantaisiste, se développant autour de plusieurs jeux, le centre de tout cela étant son MMO Copernicus. Il va bien s'entourer vu que l'on peut retrouver dans ses rangs Robert Anthony Salvatore, auteur de romans de SF et d'heroic fantasy connu pour son univers littéraire Les Royaumes Oubliés, Todd McFarlane, une superstar de l'industrie du comics ayant bossé sur Spider-Man et ayant surtout créé Spawn, et Grant Kirkhope, grand compositeur de jeux connu pour avoir bossé sur les OST de jeux Rareware comme GoldenEye, Perfect Dark et Banjo-Kazooie. Ajoutons à cela Ken Rolston que j'ai mentionné auparavant, et nous avons droit à une sacrée équipe de winners pour un projet très prometteur. Le tout est bien parti, Copernicus est toujours en développement, mais un nouveau projet du nom de Mercury Project apparaît et se transforme en Les Royaumes d'Amalur Reckoning, qui devient un jeu solo. Il trouve un éditeur en la présence d'Electronic Arts, ce qui n'est pas de la merde, surtout pour promouvoir une nouvelle licence. Le jeu est d'abord annoncé pour fin 2011, avant d'être repoussé pour février 2012. La promo du jeu fut encore faite à base de « Ah que je suis plus grand qu'Oblivion !» mais aussi à coup de stream marathon sur Twitch par Day9 avec Felicia Day en guest. Le jeu sort, les critiques sont plutôt bonnes et 1,2 million d'exemplaires se vendent, ce qui est un score plus qu'honorable. Et là vous allez me dire, il est où le problème? Il est où le drama dans tout ça? Eh bien le souci est que 38 Studios va faire faillite quelques mois après la sortie du jeu, parce que la boîte n'a cessé de jeter l'argent par les fenêtres. D'abord, les prévisions de vente furent fixées à au moins 3 millions d'exemplaires, afin de rembourser le budget du jeu. Ensuite, Copernicus coûta à lui seul 104 millions de dollars en développement, tandis que la boîte ne produisait rien d'autre à côté. Ce qui veut dire qu'ils dépensèrent de l'argent sans en avoir. Et enfin, après avoir eu un prêt de l'État du Rhode Island afin d'y installer les locaux là-bas, il dut rembourser 75 millions de dollars. Le remboursement prit du retard, une action en justice fut alors ouverte, et tous les biens de la société, dont des flippers et un golf miniature, sont alors vendus pour rembourser la dette. Tandis que Curt Schilling doit payer les pertes de sa propre poche. Et le plus ballot dans l'histoire,
Electronic Arts fut satisfait du succès du premier jeu, au point où la compagnie était à fond pour distribuer, voire créer une suite au Royaume d'Amalur. Les Royaumes d'Amalur est donc le fruit d'un studio dirigé par un ancien joueur de baseball qui se ruina tout seul en gaspillant son argent tandis que les joueurs et l'industrie l'avaient apprécié. Le destin est salaud, quoique un peu rigolo. Et si les critiques furent positives à l'époque, le jeu divise beaucoup plus de nos jours. Ma curiosité masochiste me force à jouer à cet énergumène. Plongeons donc dans la review des Royaumes d'Amalur Reckoning. Et on va faire ça en une vidéo parce qu'il faut pas déconner. Et le jeu commence par notre mort. La vache, c'était rapide. Je plains le mec qui a payé son jeu 60 balles à l'époque. Mais non, c'était une blagounette. Le jeu commence par l'habituelle cinématique de début de partie qui nous explique le background du jeu. Le monde d'Amalur, ou plutôt Amalur, allait bien jusqu'à ce qu'un random méchant pas beau, s'appelant Gadflow, ne s'approprie les pleins pouvoirs en butant l'empereur. Le monde est alors plongé dans le chaos et le risque d'une éventuelle guerre est de plus en plus présent. Il faut donc un héros pour bousculer tout ça. Mais il faut d'abord le créer. Nous sommes dans le menu de création de personnages, nous avons le choix de créer un homme ou une femme, la personnalisation est plutôt fournie, et cela avec son lot d'options pour paramétrer le corps de notre perso, mais pas non plus de quoi grimper au rideau. Nous devons ensuite choisir parmi 4 races différentes, les humains scandinaves, les elfes gris, les elfes encore plus gris, bon d'accord. C'est censé être des Almains, des Varani, des Lyosalfar et des Dokalfar. On va parler de ça tout de suite d'ailleurs. Le jeu s'est payé les services de Robert Anthony Salvatore pour créer l'univers du jeu. Et il faut savoir que le mec n'a pas fait son taf à moitié, vu qu'il a écrit tous les dialogues du jeu, qu'il a créé plusieurs races uniques, et qu'il a créé une backstory s'étalant sur 10 000 ans. Sauf que Salvatore est apparemment le top 754 des auteurs d'Heroic Fantasy, c'est-à-dire filer des noms hyper badass et compliqués sur des trucs communs que tout le monde connaît. Me dites pas qu'en voyant ce genre de perso, vous avez envie d'appeler ça un Lyosalfar et non un elfe. Enfin bref. Je crée mon perso qui est une femme d'Okalfar que j'ai sobrement nommée XX Elf Waifu XX. Nous commençons le jeu dans une fosse commune car nous étions considérés comme morts. On se tape le tuto du jeu puis un gnome nommé Hughes le Fomorien nous explique que nous étions bel et bien morts mais que nous avons ressuscité grâce à une invention créée par lui-même nommée le puits des âmes. Ce puits est une expérience ayant pour but de pouvoir ressusciter quiconque le franchissant, sauf qu'aucun cas n'avait fonctionné auparavant. Les explications se terminent par une attaque de Tuatha, c'est des méchants. Nous nous échappons au plus vite de la forteresse tout en abandonnant Hughes. Après avoir tabassé tout ce qui passait par là, nous sortons du château et nous rencontrons Agarth, qui est un tisseur du destin. Car ça aussi c'est une autre idée mise en avant dans l'histoire, le choix du destin. La vie de tous les habitants d'Amalur peut être prédite par les tisseurs du destin. Le problème est que nous avons ressuscité, nous avons donc changé le destin sans le savoir, ce qui rend Agarth un peu vénère. En même temps, on a niqué son business et le destin game. Il nous envoie vers un mec nommé Arden, je me rends chez lui sauf qu'il vient de se faire tuer et je croise Frédéric Bell avec des oreilles pointues. Non! Et je croise Alinchir, une elfe qui chassait un ennemi dans le coin et qui a trouvé, comme par hasard, le cadavre du mec. Il s'échappe, Agarth revient, nous explique que c'est vraiment la merde car on nique vraiment le cours du temps avec tous ces événements inattendus et il nous envoie vers un autre donjon. On l'effectue, on bute le boss censé être increvable et Agarth finit par péter un gros câble. Par votre faute, certaines actions ne seront pas accomplies. Certains enfants ne naîtront pas. Certaines victimes ne mourront pas le jour prévu. On bat les couilles, frère. Nous recroisons Alinchir qui nous aide à buter des monstres et elle nous explique qu'elle veut s'allier à nous afin de mettre un terme au règne des Tuatha une bonne fois pour toutes. Elle nous conseille aussi d'aller voir des dirigeants situés aux 4 coins de la map afin de les convaincre de partir en guerre. Et je mets le scénario en pause pour parler des différents aspects du jeu. Commençons par les graphismes, pas grand chose à dire vu que le tout est travaillé et convaincant, on pourra surtout reprocher un clipping pas gênant mais quand même visible, et une motion capture un peu chelou sur les visages, ce qui rend les persos peu expressifs quand ils sont censés avoir des émotions, et hyperactifs quand il ne le faut pas. Ça a marché! Par le tome, ça a marché! Vous êtes vivante! Le tout reste charmant avec son univers inspiré d'illustrations de contes, son chara-design simple mais efficace, son monde riche en couleurs qui contraste avec la violence des combats, c'est pompé sur fable. Non, sérieux, ça se sent.
Vous pouvez tout avouer maintenant, votre studio il a fermé et celui de Fable aussi. Le gameplay est un mix entre beat'em all et RPG, et c'est une putain d'idée. Le système d'XP et d'équipement mélangé à un système de combat techniquement bourrin, ça peut donner un jeu cool. Les combats sont fun, d'autant qu'il y a de quoi faire le café avec les différents types d'armes aux stats souvent pétés, et avec les finishers, car rien de plus plaisant que d'empaler les monstres ayant poncé notre barre de vie auparavant. C'est fun, mais les devs ont oublié de configurer le jeu pour du clavier souris. D'abord parce que les boutons de base sont mal placés, contrôle sert à courir. Contrôle, la touche la moins proche pour que tu sois obligé de faire un backflip avec ton index pour courir alors que le sprint est souvent mis sur shift. De plus, la souris est hypersensible, ce qui fait que la caméra part souvent en couille si vous bougez un chouïa la main. Cela donne aussi des angles ingérables lors des combats ou des phases de fuite. Le plaisir de jeu est en option dans ces moments-là. En bref, si vous n'avez pas de manette compatible PC pour le jeu... Donc, devant une victime inconsciente qui respire, nous allons la mettre en position latérale de sécurité. Et il n'y a pas que ça. Votre perso peut souvent se taper des temps de latence durant les phases d'attaque, et l'ennemi décide souvent de vous enchaîner abusivement pendant que ce genre de problème se produit. La garde souffre aussi du ralenti, et vu qu'elle est placée sur une touche quasiment indisponible, vous finirez par utiliser la roulade instantanément pour éviter les coups, sauf que ça unlock l'ennemi, ce qui veut aussi dire que vous allez taper dans le vide comme un abruti, pendant une bonne partie des combats, avant de pouvoir faire des dégâts. Nous progressons dans un monde à moitié open world, c'est-à-dire que l'on se tape des parcelles gigantesques de maps liées par un temps de chargement à chaque fois qu'il faut changer de zone. La taille des maps reste suffisamment grande pour que l'on n'ait pas l'impression de juste se taper de gros stages, et plusieurs éléments sont présents pour compléter les cartes comme des donjons, des coffres cachés et des matériaux utilisables pour faire de l'alchimie avec. L'exploration est bien récompensée même si elle n'est pas nécessaire. Mais il faut se l'avouer, on a l'impression d'explorer du vide. La carte est souvent inutilement grande et on passe notre temps à courir d'un point A à un point B sans grosse interactivité avec le décor. Dans des jeux comme Skyrim ou Breath of the Wild, les maps sont gigantesques car le gameplay veut que l'on explore l'espace pour débloquer du contenu et pour avoir une impression d'accomplissement en le faisant. Mais Amalur Reckoning ne va pas vers ce genre de mécanique vu que toutes les quêtes sont indiquées sur la minimap et que l'itinéraire est clairement affiché. La taille inutilement grande de la map fait juste gadget et sert juste d'argument publicitaire à rajouter sur la jaquette. Comme pour Two Worlds 2, encore lui, nous n'avons pas de choix de classe précise, mais nous avons accès à différents types d'armes, dont les basiques telles que les épées, les bâtons de mage, des arcs. Il y a aussi du stuff un peu plus exotique, comme des marteaux, des dagues, ces sortes de cerceaux complètement cheatés. La mécanique qui va faire que nous allons nous spécialiser dans un type d'attaque est le choix de notre vocation. J'explique, à chaque fois que nous gagnons un niveau, nous avons le droit de mettre des points dans l'habituel arbre de compétences qu'il y a dans tous les RPG, et on doit aussi choisir une sorte de classe pour avoir des stats adaptées aux armes que l'on utilise. Le bagarreur aura des bonus pour le corps à corps, et le mage des bonus de magie par exemple. Le jeu propose aussi le moyen de se la jouer infiltration avec son mode furtif. Vous vous équipez d'une dague, vous essayez de vous mettre dans le dos de l'ennemi et vous le plantez. Cependant, ce système est aussi daubé vu que l'IA vous repère très facilement car son champ de vision est souvent trop grand, et lorsque ça marche, les autres IA vous remarquent, où elles n'en ont rien à foutre, comme par exemple dans cette situation où j'assassine un par un les ennemis à côté de leurs potes, mais ces derniers ne repèrent absolument rien. Niveau durée de vie, il faut au moins 15 heures pour finir la quête principale. Pour un RPG, c'est court, mais les nombreuses quêtes annexes éparpillées sur la carte sauvent un peu le tout. Il y a même la possibilité de rejoindre des factions et de trouver de nouveaux donjons. Le grinding reste présent vu qu'il est impossible de rusher certains passages si les ennemis ont des stats supérieures aux vôtres, surtout qu'ils sont souvent en groupe et que le lynchage est garanti. Et encore, ça arrive vers la fin du jeu et il suffit de faire quelques quêtes secondaires pour à nouveau bolosser tout le monde à coups de cerceau. Mais si le grind s'impose souvent, c'est surtout à cause de l'argent. Les prix d'Amalur sont aussi gros que ceux de la bouffe en Antarctique ou que le prix d'un sandwich dans une convention. Revenons sur le scénar. Le problème n'est pas qu'il est spécialement mauvais, c'est surtout qu'il est très simplifié et effacé. Les scènes de dialogue ne sont pas longues, et si elles expliquent correctement le background général, elles parlent pour ne rien dire quand il s'agit de développer le scénario vu que celui-ci est simple et vite expédié, l'habituelle histoire du méchant qu'il faut déloger. Et cela cause un autre problème pour ce qui est du développement de personnages. Des persos comme Haggart ou Alinshir sont acceptables et plutôt sympas à suivre, car ils sont souvent présents et que leur histoire est développée au fil des dialogues. S'il leur arrivait quelque chose, on en aurait quelque chose à foutre.
Mais comment essayer d'être affecté par le sacrifice inattendu d'un personnage qui fut introduit il n'y a même pas quelques minutes, ou par n'importe quel PNJ de quête annexe? On peut sentir les intentions avec des fois l'envie de créer du drame autour d'une situation tragique pouvant changer notre vision des choses, mais ça ne prend pas, c'est soit vide ou rushé, et c'est d'autant triste surtout quand on connaît le boulot qui fut fait pour l'histoire du jeu. 10 000 ans d'histoire, je rappelle. Ce n'est pas non plus un coup dans l'eau, j'ai retenu quelques scènes, mais la rapidité du scénar tue le tout. Rushage d'intrigue de l'extrême dans 3, 2, 1... Après avoir parlé à plusieurs gros dirigeants de différents peuples, nous partons en guerre contre les méchants Tuatha. Nous sommes sur le champ de bataille, on les défonce, on affronte un gros Stremon habituel de beat'em all à base de j'attends qu'il plante son bras dans le sol pour le taper, il meurt, les Tuatha sont vaincus, sauf qu'il faut toujours aller tuer Gadflow, on se tape 2 donjons, dont un pour récupérer l'armure ultime, le maître du 2e donjon veut que l'on se batte contre lui, malgré mes tentatives pour sympathiser avec lui, d'autant qu'il a l'air pété, j'engage le combat et je le bute rapidement comme une merde. Je rush le donjon, je récupère l'armure, puis je me fais téléporter à la forteresse de Gadflow où tout le monde m'enchaîne. Je grind, je retourne au combat, je défonce tout le monde d'autant que je ramasse des armes aux stats stupidement puissantes. Alinshir nous explique que nous étions son acolyte avant notre mort, mais on s'en fout vu que ça n'a jamais été mentionné avant. On arrive au boss final, Gadflow invoque le dragon démon bidule, le dragon démon bidule tue Gadflow comme une merde, le combat final a lieu et est ridiculeusement facile si on prend en compte le fait que je me faisais défoncer par tout le monde avant. Je bute le boss, plusieurs mois passent et Alinshir nous explique qu'elle s'est enfuie et que le monde est sauvé grâce à nous. Générique de fin. Alors, que dire de Les Royaumes d'Amalur Reckoning? C'est dur à expliquer car il y a autant d'éléments que j'ai appréciés que de choses que je conspue dans ce jeu. Et tout cela part de ce qui est son défaut majeur mais aussi sa plus grande qualité, il en fait beaucoup trop. Le gameplay par exemple. Le système de combat est fun à jouer mais les angles de caméra et les collisions buggées gâchent un peu le tout. Le monde est gigantesque mais il est inutilement long à parcourir. Il y a plein de mécaniques comme le choix de la vocation ou les dialogues à choix multiples, la plupart du temps ils sont peu utiles aussi. Le scénario et l'univers général du jeu sont travaillés mais on s'y attarde tellement peu, j'ai juste retenu que je devais buter le méchant et c'est d'autant plus injuste que certaines scènes veulent vraiment créer du drame. Et malgré ça, je n'ai pas trouvé l'expérience désagréable. Comparé à Towards 2, on sent que les développeurs ont bossé pour que le jeu soit bien. La direction artistique est vraiment bonne en plus d'être cohérente avec l'univers, et le design des donjons est bien pensé. Amalur a clairement les défauts d'un premier jeu venant d'un jeune studio. Il veut faire beaucoup, quitte à se perdre dans ce qu'il fait. Le jeu m'a été offert par un ami qui me l'avait vendu comme une immonde merde. Il m'avait parlé de la plupart des défauts cités avant, comme les combats chaotiques ou les maps vides, et je comprends son avis. Le jeu a des éléments pouvant créer une sale expérience, surtout si on est habitué à bien mieux en termes d'action RPG. La chose étant que je comprends aussi ceux qui l'aiment bien. C'est riche en contenu et il y a cette petite envie d'explorer un chouïa plus le jeu. Pour ma part, je suis mitigé. C'est sympatoche, mais pas de quoi hurler à la perle cachée de l'ancienne génération. Je n'ai pas eu l'envie d'y retourner une fois fini, ni même de compléter toutes les quêtes annexes. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Comme un Watch Dogs des familles, la seule chose qui lui manque est une suite corrigeant la plupart de ses défauts. Mais son développeur a fait faillite, donc sauf s'il y a un miracle, on ne reverra jamais les Royaumes d'Amalur. La seule chose que je peux vous conseiller, si le jeu vous intéresse, c'est de le prendre en solde Steam pour une bouchée de pain. Et si vous voulez y jouer sur console, à vos risques et périls, puisque les prix des versions 360 et PS3 ont gonflé lors de la fermeture de Sortie Studios. Tout cela reste le fruit d'un homme aux grandes ambitions qui n'aura pas su gérer ses idées et qui fut condamné dans les limbes du marketing en emportant avec lui un autre studio n'ayant rien demandé à part au moins créer un RPG. C'est sur cette note dramatique naze que je vous laisse et que je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ah, et pour vous prévenir, je vais arrêter les reviews de RPG pendant un temps pour parler à nouveau de films d'animation, parce que si vous remarquez bien, je ne me suis attardé sur le sujet que dans une seule vidéo. Histoire de teaser un peu, la prochaine fois, on va parler